Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Mobilisation des retraités, ils manifestent pour leur pouvoir d'achat en cause et la hausse de la CSG qui ne passe toujours pas. Emmanuel Macron assume et leur demande d'aider les actifs. L'exécutif a-t-il sous-estimé la grogne des seniors? On en parle dans cette édition. Adoption définitive de la loi olympique après un ultime vote du Sénat. Laura Flessel, la ministre des Sports, assure que les délais comme les budgets seront tenus alors qu'un rapport pointe les risques de dérapage financier. Le débat est à suivre. Emmanuel Macron prendra dans les prochains jours des mesures vis-à-vis de Moscou après l'empoisonnement d'un espion russe en Angleterre. Quelles conséquences sur les relations diplomatiques à quelques jours de l'élection présidentielle? On posera la question à notre invité Sylvie Bermann, ambassadeur de France en Russie. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous ces débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Trani en direct du Sénat et Saveria Rojek dans le cortège parisien de la manifestation des retraités. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va d'ailleurs tout de suite retrouver Saveria Rojek à l'occasion de cette manifestation des retraités. Saveria, vous êtes avec Olivier Jouchter, c'est le secrétaire adjoint des retraités CGT. Bonjour Olivier Jouchter, merci de répondre à nos questions alors que nous sommes en plein dans la manifestation. Que réclamez-vous aujourd'hui, que demandez-vous à Emmanuel Macron et au gouvernement ? Écoutez, la première revendication qui s'exprime aujourd'hui est fortement, et il y a un mécontentement extrêmement fort à travers le pays. C'est le refus de la hausse de la CSG qui est véritablement une incompréhension pour l'ensemble des retraités qui sont concernés, d'autant que contrairement à ce qui avait été annoncé, elle ne concerne pas que les petites pensions, mais beaucoup de pensionnés puisque c'est le foyer fiscal qui est considéré. Et donc le mécontentement est très fort. On n'a pas mesuré ça depuis des années, même dans les précédents gouvernements. Et vous avez le sentiment de ne pas être entendu du tout par le gouvernement aujourd'hui ? Écoutez, absolument. Depuis que M. Macron est président de la République, on a demandé à ce qu'il nous reçoive. Et vous avez remarqué qu'il a reçu tout un tas de gens, des artistes, des acteurs, des agriculteurs, mais pas les retraités. Je rappelle quand même un chiffre, les retraités représentent 24... Les retraités représentent... C'est pas facile, hein. Les retraités représentent 24% de la population française. Et quand même, qu'on daigne les écouter à un moment donné, entendre leurs revendications, ça nous semblerait la moindre des choses. La mobilisation aujourd'hui est en demi-teinte. Est-ce que vous êtes déçu ? En demi-teinte, mais non, pas du tout. Je pense qu'à ce heure-ci, vous n'avez pas tous les éléments. Au moment où on a quitté la conférence de presse unitaire ce matin, on recensait pas moins de 156 rassemblements et manifestations à travers le pays. J'ai les premiers chiffres qui commencent à revenir. 4000 manifestants à Toulouse, 2000 à Lorient, autant à Saint-Étienne. Tout laisse penser que cette journée d'action sera plus large que celle qu'elle n'a été le 28 septembre. Très bien, je vais vous laisser rejoindre le cortège. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Saveria. Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance a été adopté hier par le Sénat après plusieurs modifications. Ce texte, je vous rappelle, crée un droit à l'erreur pour les citoyens. L'objectif est de réconcilier l'administration avec les Français. Le retour sur cette séance avec Quentin Calmé. Accrochez-vous, les thèmes concernés par ce projet de loi droit à l'erreur étaient pour le moins divers, à la limite de la confusion. À l'origine, le texte visait à créer une indulgence pour les utilisateurs des services publics, principalement prévue pour l'administration fiscale. Le Sénat avait, dès l'examen en commission, étendu ce droit à l'erreur aux collectivités territoriales et à la sécurité sociale. Finalement, en séance, c'est aussi le droit à l'environnement et même les démarches européennes comme la PAC qui ont été ajoutées. Beaucoup plus difficile ensuite de trouver une cohérence à la suite de l'examen de ce texte. Sur les bancs des LR comme du Parti Socialiste, on dénonce cet aspect fourre-tout. Sincèrement, mais où est-ce qu'on est ? C'est le Sénat de la République. Et le Sénat de la République en est à débattre de savoir si on crée un numéro de téléphone et si ce numéro de téléphone doit être ou pas habilité à être joint, pas joint et tout. Mais la prochaine fois, faites-nous faire les circulaires.
Exemple avec les parcs éoliens. À la dernière minute, le gouvernement entend renégocier les tarifs de rachat de l'électricité produite en mer. Levée de bouclier immédiate des sénateurs bretons et normands. Ces renégociations ne peuvent se faire sous la contrainte, avec effet rétroactif, comme le propose l'amendement du gouvernement, qui crée un véritable risque pour la filière de l'éolien maritime. Autre sujet, les lieux de culte. La Haute Assemblée adopte un amendement sur la traçabilité des flux financiers dans leur construction. Aujourd'hui, quand se construit un lieu de culte, et disons les choses clairement, une mosquée dans une commune, on ne sait pas qui la finance, on ne sait pas qui est derrière ce projet. Avec ce texte, le gouvernement permet également aux représentants des cultes de ne plus être considérés comme des lobbies, et ce, malgré les protestations venues de la gauche. Qui peut contester que les associations cultuelles entrent dans le champ de la définition légale des représentants d'intérêt? Les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public. Reste désormais à adopter l'ensemble de ce texte. Le vote solennel est prévu au Palais du Luxembourg mardi prochain. Et on va retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre premier invité. Tam, c'est le sénateur socialiste de Saône-et-Loire, Jérôme Durin. Oui, on l'a entendu dans le reportage de Quentin Calmet. Il y a eu des débats sur les cultes. Hier soir, on vous a d'ailleurs entendu à cette occasion. Le gouvernement permet donc aux représentants de cultes de ne plus être considérés comme des lobbies. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça pose comme problème ? Le problème que ça pose, c'est que traiter de ces questions-là, qui confèrent au sujet important de la laïcité, qui relève de la loi de 1905, dans un texte aussi fourre-tout que cette loi société de confiance, ça paraît pas sérieux. On fait ça à minuit 10, on a 3 scrutins publics. Objectivement, on peut prendre le temps de traiter ces questions plus sérieusement, et là je trouve que c'est pas du bon boulot. Et oui, effectivement, cela méritait un véritable débat parlementaire, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres sujets qui sont au programme de ce projet de loi, qui effectivement porte sur beaucoup de dispositions assez disparates. Il faut reconnaître que la société de confiance qu'on nous promet, elle n'est pas très rigolote. En tout cas, le travail parlementaire, ça a été une purge. Parce que moi, j'étais plutôt entré dans ce débat avec enthousiasme, envie. J'ai fait un atelier législatif citoyen dans mon département. C'est un texte qui suscite un attrait, parce que le droit à l'erreur, tout le monde comprend. Mais on a parlé de tout, les cultes, les éoliennes, des choses très très variées, des numéros surtaxés. Alors, on va retenir qu'il y a des choses bonnes à prendre dans ce texte, mais c'est une drôle façon de travailler. Un manque de cohérence dans le texte de façon générale. Sur la mesure principale, tout de même, le droit à l'erreur, est-ce que vous pensez que ça va être une mesure qui va réellement fonctionner, puis notamment avec toutes les extensions qu'a proposé le Sénat aux collectivités territoriales avec leur relation avec l'État et les organismes de la sécurité sociale? Non, mais il y a du bon à prendre sur ce texte et le travail du Sénat a été utile. On a d'ailleurs, en termes de méthodologie, travaillé par une lecture en commission, qui est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc le droit à l'erreur, c'est très bien. La législation en commission qui a permis de débattre d'un certain nombre d'articles directement en commission. Et d'éviter du temps de parole inutile en séance. Au fond, quand même, ce texte, ça a été beaucoup de blabla, un texte pompeux, emphatique, un peu grandiloquent. La société de confiance, en fait, il s'agit de diverses mesures à caractère administratif. Alors s'il y a un peu de confiance, un peu de droit à l'erreur, un peu de bienveillance de l'administration, c'est très bien, mais c'est quand même beaucoup de bruit pour rien à la fin des fins. Un mot sur le fait qu'on dise qu'il y a énormément de réformes en ce début d'ère d'Emmanuel Macron, mais finalement que l'on voit cela assez peu au niveau du Parlement. Pour les parlementaires, ce n'est pas une période très enthousiasmante, mais peut-être que le chef de l'État y trouve-t-il son compte et que c'est voulu. En tout cas, nous, on s'ennuie. Merci beaucoup, Jérôme Durin, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Et c'est un autre temps fort dans l'actualité du Sénat aujourd'hui. L'adoption définitive du projet de loi olympique après un dernier feu vert du Sénat, alors qu'un rapport d'experts s'inquiète d'un dérapage budgétaire qui pourrait coûter cher à la France d'ici à 2024. Les explications de Marie Brémaud. Consensus dans l'hémicycle au moment de voter le projet de loi olympique Paris 2024. Les sénateurs avaient déjà trouvé un accord avec les députés lors de la commission mixte paritaire, avec pour les parlementaires un enjeu majeur sur ce texte. Nous avons adopté diverses simplifications. Je crois que c'est un pan important
de ce texte de manière générale. Simplifier les procédures d'urbanisme, se libérer des carcans administratifs, alors que de nombreux chantiers vont être lancés en vue des Jeux Olympiques. Des dispositions adoptées alors qu'un rapport d'experts vient de mettre en doute le respect des délais et du budget. Si la ministre des Sports se veut rassurante, elle admet de nécessaires ajustements. Aujourd'hui, effectivement, il y a des révisions à faire. La seule chose, c'est que nous resterons dans les coûts et nous n'allons pas déroger à cette confiance qu'on nous a attribuée. Donc je me tiens fermement, j'irai obstinée à rester dans les clous. Nous ne ferons pas et je rassure tout le monde, nous ne ferons pas des jeux low cost, mais nous ferons des jeux sobres. Laura Flessel lance donc une vague de concertation avec les élus locaux afin de respecter le budget, soit un peu moins de 7 milliards d'euros. La ministre a 3 mois pour revoir la copie. En juin, la France doit remettre au CIO le projet final. On va retrouver Tam Tranui avec Vincent Capo-Canellas, sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis. Vincent Capo-Canellas, Laura Flessel, tout à l'heure à notre micro, nous a confié ses inquiétudes. Cela après qu'on a pu découvrir dans un dossier du Parisien des fuites d'un rapport des inspections générales qui s'interroge sur la capacité de la France à réellement pouvoir réaliser les Jeux Olympiques. Est-ce que vous aussi, vous êtes inquiet ? Alors d'abord, je pense qu'on est dans un processus qui est un processus normal. Le Parlement vote en version définitive la loi olympique. C'était le cas ce matin. Et la commission du CIO doit venir au mois de juin. Et entre-temps, le gouvernement avait demandé un certain nombre d'évaluations, de rapports pour déterminer les conditions de faisabilité de l'ensemble des équipements olympiques. On sait qu'on fait des jeux qui sont quand même des jeux low cost par rapport à un certain nombre d'éditions antérieures où il y avait eu beaucoup de dépenses. Là, on s'est fixé... c'est de ne pas voir le budget déraper comme ça a été le cas dans de nombreuses villes hautes. On s'est fixé un devoir de frugalité déjà, et donc on est sur une enveloppe d'investissement qui est bien réduite par rapport à ce qui s'était fait antérieurement. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, l'inspection générale des finances est dans son rôle, qui est toujours de questionner la dépense et d'essayer de voir si on ne peut pas faire encore moins cher. Les collectivités sont ouvertes à ce type de démarche, bien évidemment, à condition qu'on respecte l'engagement que le CIO nous a demandé de prendre, qui est celui d'avoir un effet héritage, c'est-à-dire que faire qu'après les Jeux, on trouve des équipements utiles aux populations, utiles aux sportifs. C'est toute la démarche. Donc, je vais prendre dans quelques minutes connaissance chez le délégué interministériel des éléments du rapport qui peuvent concerner le territoire qui est le mien, qui est celui de la Seine-Saint-Denis. À partir de là, il y aura un échange. Il y aura un échange avec chacune des collectivités et on va regarder comment répondre aux inquiétudes, mais il y a d'un côté le travail de l'inspection des finances qui est dans son rôle, de l'autre côté il y a les territoires qui défendent une vision d'ensemble, et nous sommes évidemment soucieux des données de l'État, avec la volonté que l'argent soit bien investi. Donc moi j'ai entendu les propos de la ministre comme étant une invitation à regarder ce qu'il y a dans le rapport, à ouvrir le dialogue, et avec l'assurance que l'État respectera ses engagements. En tout cas c'est dans cet esprit-là qu'on travaille, faire des jeux dans un contexte financier qu'on connaît, il faut respecter la dépense publique et en même temps faire des jeux qui soient utiles à la population d'Île-de-France et de tout le pays. Il y a des inquiétudes sur un certain nombre d'équipements justement en Seine-Saint-Denis. On parle du village média justement au Bourget, dont vous étiez maire. Il y a aussi la question du centre nautique de Saint-Denis. Et là, le rapport pointerait du doigt le fait qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs en trop entre la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, Solideo. Est-ce que tout cela est difficile à coordonner ? Ce que nous savons, c'est que la Solideo doit proposer dans quelques temps des maîtrises d'ouvrage, c'est-à-dire dire par chaque équipement qui va le réaliser. Donc il y a un dialogue qui est ouvert. Aujourd'hui, c'est la métropole qui est positionnée, elle est légitime. Ce sont nos amis de pleine commune qui doivent ouvrir le débat avec la Solideo, avec la métropole. L'important, c'est de réaliser l'équipement dans les temps, à bon coût, que cet équipement soit utile. En Seine-Saint-Denis, il y a aussi un enjeu d'avoir plus de nageurs parmi les jeunes. On est un des départements où il y a le moins de jeunes qui apprennent à nager. Voilà, tout ça doit être pris en compte. Moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Je pense qu'on y arrivera. Il faut aussi réfléchir aux conditions d'équilibre financier, mais aussi faire que cet équipement soit bien inséré dans la vie de la ville. Eh bien, merci beaucoup Vincent Capo-Canellas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Les communistes à l'assaut d'Airbnb, une proposition de loi a été présentée pour encadrer les plateformes de location. Dans le viseur, le nombre de nuitées et la déclaration fiscale des loueurs. Adrien Develay avec Noémie Vira. Le groupe communiste du Sénat s'attaque aux plateformes de location. Dans le collimateur de la proposition de loi, les sites comme Airbnb ou Holidays.
Son but est de renforcer les lois déjà existantes sur l'encadrement de l'activité de ces plateformes. Pour le sénateur Pierre Laurent, à l'initiative de cette proposition, il s'agit de remédier au déséquilibre entre la France et d'autres pays. En France, on a été très libéral avec la pratique des plateformes parce qu'on a cru que cette activité des plateformes sera un encouragement au développement de l'activité touristique à Paris. Le texte prévoit tout d'abord la réduction du nombre de nuitées par an autorisées à la location, aujourd'hui de 120 nuits maximum autorisées par année à Paris. Le groupe communiste du Sénat veut voir passer ce nombre à 90. La proposition prévoit aussi d'instaurer une taxe sur le chiffre d'affaires de ces plateformes. Grâce à des sièges sociaux souvent localisés à l'étranger, beaucoup d'entre elles échappent à l'impôt en France. Le texte veut aussi renforcer les sanctions sur les plateformes ou les multipropriétaires qui contournent la législation en ne déclarant pas leur logement mis à la location. Enfin, la loi veut élargir le périmètre des villes soumises à cette déclaration de location. Aujourd'hui, cette obligation s'applique uniquement aux villes de plus de 200 000 habitants. La proposition de loi abaisserait ce palier aux villes de plus de 100 000 habitants et inclurait les communautés urbaines autour de Paris. Cette activité a besoin d'être régulée. Et d'ailleurs, le secteur hôtelier proteste beaucoup contre la pratique de ces plateformes parce qu'elles entrent directement en concurrence en ne respectant pas les mêmes obligations fiscales. La proposition a été déposée cet après-midi sur le bureau du Sénat. En bref, les pilotes d'Air France appellent à une grève longue dès le 23 mars pour exiger une revalorisation de leur grille salariale de 6%. Ce soir, c'est au tour des syndicats de la SNCF de se prononcer sur une grève qui devrait avoir lieu le 22 mars. Et autre conflit social, celui des seniors et des personnels d'établissement pour les personnes âgées. Vous le savez, ils sont aujourd'hui dans la rue. Ce sont des colères différentes, mais au final, un même public, celui des retraités. Ils s'inquiètent de la baisse de leur pouvoir d'achat. L'exécutif qui assume cette mesure réclame de la solidarité intergénérationnelle. Maud Guillot. Ni privilégiés, ni assistés, voici les maîtres mots de la journée. À l'appel de 9 organisations syndicales et associatives, les retraités manifestent dans toute la France. Principal point de grogne, la hausse de la CSG d'1,7 depuis le 1er janvier. Une baisse du pouvoir d'achat des retraités donc, mais du côté de l'exécutif, on préfère parler d'un effort de redistribution. La question qui se pose, c'est que normalement dans la redistribution, les transferts vont plutôt des hauts niveaux de vie vers les bas niveaux de vie. Or là, on voit que l'une des problématiques, c'est que certains retraités modestes, qui sont juste au-dessus du seuil, vont finalement voir leur CSG augmenter, donc leur pouvoir d'achat diminuer, alors même que des cadres, voire des cadres supérieurs, vont voir leur niveau de vie augmenter. Pour calmer les tensions, Bercy rappelle que cette perte sera rattrapée avec la suppression de la taxe d'habitation. Mais cafouillage de calendrier, cette compensation arrive plus tard, trop tard, et surtout ne concerne pas tous les retraités. En octobre, il y a la première tranche de la réforme de la taxe d'habitation, mais ça va être 30% de la suppression de la taxe d'habitation. Et que progressivement, pour les ménages concernés, on arrivera à 100%, mais seulement sur 3 ans, en 2020. Donc effectivement, les 30% de suppression de taxes d'habitation ne permettront pas de compenser intégralement la hausse de CSG pour un certain nombre de ménages retraités. Malgré la grogne, Emmanuel Macron l'a répété, les retraités les plus aisés doivent faire des efforts. Un pari risqué puisque les quelques 16 millions de seniors représentent un groupe social massif et impliqué électoralement. Et on va retrouver de nouveau Saveria Rojek, toujours en direct du cortège parisien de ces manifestations de retraités. Quel est l'état d'esprit dans lequel ils sont aujourd'hui, ces seniors, Saveria ? Eh bien Delphine, ils sont remontés, on peut le dire. La mobilisation est plutôt importante, même si bien sûr je ne peux pas encore vous donner de chiffres officiels. Les retraités qui manifestent à l'appel de 9 organisations syndicales, dont la CGT, FO et Solidaire. Les personnels des EHPAD qui sont également appelés à la grève. Le mot d'ordre, bien sûr, c'est la défense du pouvoir d'achat, mise à mal par la hausse de la CSG sans compensation. La pension du retraité n'est pas une variable d'ajustement, mais un droit acquis par le travail. C'est ce que défend l'intersyndicale aujourd'hui dans le cortège. Alors lors d'un déplacement hier, le chef de l'État Emmanuel Macron, eh bien, il leur a envoyé une fin de non-recevoir assez sévère. C'est aux retraités de faire un effort pour ceux qui travaillent, pour les jeunes actifs, a déclaré le chef de l'État. Comme l'avait annoncé le gouvernement à l'automne, la CSG a augmenté de 1,7 points au 1er janvier. Pour les retraités, cette hausse n'est pas compensée. Elle représente bien sûr une perte pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros par an pour certains. Voilà donc pour la mobilisation dans la rue aujourd'hui de ces retraités, Delphine.
Merci à vous, Saveria, et on vous retrouvera dans un instant avec d'autres manifestants. On ouvre à présent le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Marianne Monchamp, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Je rappelle que vous avez été secrétaire d'État à la fois aux personnes handicapées, mais aussi en charge de la solidarité. Merci d'être avec nous. Bernard Jomier, bonjour. Vous êtes sénateur de Paris, vous êtes rattaché au groupe socialiste ici. Catherine Procassia, bonjour, merci d'être avec nous, sénateur LR du Val-de-Marne. Et j'accueille enfin Philippe Crépel. Bonjour, vous êtes porte-parole de la CGT Santé Action Sociale. Première question pour vous, Marianne Monchamp. On voit aujourd'hui à la fois d'un côté ces retraités mobilisés dans la rue, les personnels également des maisons de retraite qui demandent plus de moyens. Que vous inspirent ces deux manifestations ? Je crois que notre société est percutée par l'évolution de sa démographie et par son vieillissement. Et nous avons là, à travers, au fond, des revendications, des demandes qui sont de nature assez différentes. L'une concerne la situation de travail dans les EHPAD et l'autre concerne, au fond, le pouvoir d'achat des personnes qui se trouvent à la retraite. Mais nous avons, je crois, au fond, une interpellation qu'il faut entendre, qui est très forte, de nos concitoyens qui sont seniors et qui veulent effectivement que la société prenne la mesure de ce vieillissement. Et c'est ce qui me frappe dans ces deux manifestations conjointes. Oui. Est-ce que le gouvernement n'a pas suffisamment pris en compte justement cette défiance à son égard, Bernard Jomier ? La France, on a l'habitude de dire, a un problème avec sa jeunesse, mais enfin, elle en a un avec ses personnes âgées aussi. Et effectivement, on voit là que le chef de l'État a sous-estimé cette question, y compris dans ses engagements de campagne présidentielle. C'est un phénomène, c'est une problématique qu'on voit monter depuis un certain nombre d'années, qui d'ailleurs avait suscité des propositions de réforme de fond, structurelles, comme d'habitude Emmanuel Macron les aime. Et là, on est dans une sorte un peu de rustinage, de mesures qui vont être très conjoncturelles et avec une part d'injustice sociale quand même. C'est ça qui est très marquant. C'est-à-dire, Bernard Jomier ? Il y a la question des personnes âgées. Moi, je dis, il faut un certain courage. Il faut savoir le courage du chef de l'État d'affronter la question du décalage de la richesse du pays vers les catégories les plus âgées. Mais au lieu de mettre tout le monde autour de la table, de prendre le temps et de prendre des mesures qui fassent un minimum consensus, il a pris des mesures qui sont injustes socialement et qui frappent des personnes qui ne sont pas particulièrement riches et aisées. Donc il y a un mélange du coup qui se crée de problématiques, d'une problématique sociale et d'une problématique liée à l'âge, et qui donne ce cocktail tout à fait explosif. Quand vous rajoutez la question de la dépendance et des mesures qu'il faudrait prendre, on y reviendra sans doute, on a cette situation qui fait que on a l'impression que le gouvernement prête peu attention aux personnes âgées et à leurs problèmes. Catherine Procassia, on voit pourtant que le gouvernement assume. On a eu cette séquence du chef de l'État hier en déplacement en Indre-et-Loire, interpellé par un retraité sur son pouvoir d'achat. Il estime qu'il faut aussi qu'il y ait de la solidarité intergénérationnelle. Il faut aider les actifs, dit-il. Bien, les retraités ont aidé ceux qui sont retraités actuellement ont aidé les retraités auparavant. Donc l'intergénérationnel, ils l'ont déjà fait. Les pensions qu'ils perçoivent sont la juste contribution, juste encore entre guillemets, du travail qu'ils ont effectué. Donc c'est pas une répartition des richesses. Ces retraités, ils ont été jeunes actifs auparavant et personne ne les a aidés auparavant comme jeunes actifs. Quand on dit qu'ils étaient d'une génération dorée, non, un bon nombre sont nés. C'est l'argument du gouvernement, cette génération qui n'a pas connu la guerre et qui a connu le plein emploi. Ils ont connu le chômage. C'est pas une génération qui a été exempte de tout. Il fallait, même à mon époque, il fallait quand même plusieurs mois avant de se trouver un travail. Et puis, c'était assez compliqué. On a eu des cotisations vieillesse assez élevées et qui ont été en s'accroissant, justement parce que la population âgée allait en augmentant. Et c'est cette même population qui a déjà payé, qui a déjà cotisé, à qui on demande d'en faire plus. Et moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est de dire une solidarité intergénérationnelle envers les jeunes,
Mais pourquoi ce n'est pas l'inverse? Jusqu'à présent, on avait quand même toujours entendu que c'était les jeunes qui devaient aider les vieux. Là, maintenant, les personnes âgées, non seulement elles aident les plus jeunes, leurs enfants et leurs petits-enfants, mais en plus, elles doivent donner. Et surtout, ça a été fait sans aucune mesure. Jusqu'à présent, on a gelé le taux de revalorisation des retraites depuis des années. Et là, non seulement on les gèle, mais en plus, on prélève dessus. Et c'est tout le monde et non pas les revenus. La taxe d'habitation, non, la suppression de la taxe d'habitation, elle va être compensée, on l'a lu partout, par une augmentation du foncier. Or, on sait que la taxe foncière, on sait que les retraités ont remboursé pendant 30 ans leur habitation et ils vont devoir payer un peu plus de taxes foncières. Donc, ils paient plein pot et c'est profondément injuste. Philippe Crépel, votre sentiment sur, à la fois, je le disais, ces personnels de maisons de retraite qui demandent plus de moyens et ces retraités dans la rue inquiets de leur pouvoir d'achat? Il y a quand même beaucoup de points communs autour de la solidarité. C'est-à-dire que autant la solidarité entre les jeunes et les vieux, mais les vieux et les jeunes, les nouvelles questions qui se posent. Puis aussi comment on prend en charge les aînés qui sont en fin de vie, qui, sans être malades, perdent en autonomie et ont besoin d'un accompagnement avec des personnels qualifiés en nombre suffisant. Après, je pense qu'on a un gouvernement qui est au pied du mur. Aujourd'hui, depuis 30 ans, on a toujours eu comme seul objectif de baisser les dépenses. Baisser les dépenses, peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question de comment on augmente les recettes, on revoit comment les entreprises, toutes les forces de la France qui créent des richesses et qui contribuent à notre fonctionnement peuvent aussi réinvestir de l'argent dans les populations, que ce soit les jeunes, les moins jeunes et aussi les retraités. Alors, avant de vous donner la parole, Marianne Montfort, je voudrais qu'on réécoute Benjamin Griveaux, c'est le porte-parole du gouvernement. Il a expliqué la position de l'exécutif à l'issue du Conseil des ministres. Mercredi, on l'écoute. Quand on explique que tous les retraités vont payer la CSG, on ment aux Français, puisque 40% d'entre eux en sont parfaitement exonérés. Quand on explique que la taxe d'habitation ne compensera pas pour ceux qui auraient à payer cette hausse de CSG, cette augmentation fiscale, c'est mentir aux Français, puisque environ 20 à 25% des retraités auront un solde à l'issue qui sera négatif, mais que pour la totalité des autres, la taxe d'habitation et sa suppression viendra compenser. C'est aussi oublier un élément important de ce débat sur la CSG, qui est qu'au fond, cette augmentation de la CSG permet à la totalité des actifs de ce pays de mieux gagner leur vie, de faire en sorte que le travail paye mieux. Marianne Montchamp, on vient d'entendre Benjamin Griveaux. Il faut malgré tout qu'il y ait un véritable débat public sur cette question de la répartition des richesses entre les générations. Ce qui est sûr, c'est que notre système de protection sociale n'a pas été construit pour faire face au choc démographique que nous connaissons. Et on peut se renvoyer la balle d'ici ou d'ailleurs. Ce qui est le cas aujourd'hui, c'est qu'il nous faut traiter ce sujet. Et il faut le traiter sans perdre notre capacité à mobiliser la croissance. Parce que notre système de protection sociale, il tient aussi avec nos forces économiques. Et donc, c'est cette équation très complexe qu'il nous faut résoudre. Le gouvernement a pris des options et le gouvernement les a prises, ces options, depuis le programme de la présidentielle. Ce ne sont pas des choses qu'on a découvertes en marchant. Ce ne sont pas des options de dernière minute. Ce sont des options qui ont été mises sur la table. On en a beaucoup débattu. Chacun a fait ses choix et qui ont conduit effectivement à l'élection d'Emmanuel Macron. À partir de là, la feuille de route se met en place. Il reste que sur le front des EHPAD, qui est un sujet d'aujourd'hui pour des personnes qui aujourd'hui travaillent dans ces établissements et des personnes qui y sont accueillies, là, on a un moment particulièrement difficile et critique. Ce sont des personnes qui nous disent « nous avons une souffrance au travail ». Ce sont des personnes qui nous disent « nous avons le sentiment de ne pas apporter la réponse qui convient aux personnes que nous accueillons ». Et ce sont des personnes accueillies que l'on n'entend pas. Elles sont représentées parfois par des professionnels, un peu par leur famille, mais je dois dire que même au Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les représentants des personnes elles-mêmes sont peu nombreuses. Parce que l'usage n'était pas que la personne en EHPAD prenne la parole. Et donc il nous faut beaucoup d'imagination collective pour à la fois desserrer la contrainte d'aujourd'hui, sans oublier de mettre en œuvre le modèle de demain. Parce que le modèle de demain n'est pas de couvrir notre pays d'EHPAD. Bien sûr qu'il faut des EHPAD, bien sûr qu'il en faudra d'autres, mais aucun Français que je connaisse ne dira à nos âges « ça y est, j'ai choisi mon avenir,
je le signe. Il Est-ce qu'il y a une cagnotte fiscale, Marianne Monchamp? C'est ce que disait Joël Giraud, député La République En Marche. Il demande justement que 20% des recettes fiscales, qui n'étaient pas vraiment attendues par le gouvernement, aillent directement aux EHPAD. Vous savez, aujourd'hui, le financement de la solidarité, il est fléché à partir de recettes parafiscales qui sont affectées. C'est la journée de solidarité. Je me souviens à l'époque, quand d'autres gouvernements l'ont fait adopter, de la manière dont on avait pu réagir sur cette recette. On est bien content de l'avoir aujourd'hui. La loi qui a été portée par le gouvernement précédent, qui est une loi de 2015, adaptation de la société au vieillissement, a créé une contribution additionnelle, solidarité autonomie, qui permet de financer ce qu'on appelle l'APA à domicile, technique, l'APA 2, on s'en fiche, l'APA à domicile. Cette APA à domicile, elle a pour objet précisément d'aider les personnes à rester chez elles. On se rend compte que c'est difficile à mettre en œuvre. Je crois qu'il faut que nous nous ressaisissions collectivement et que nous produisions ce double effort de desserrer les taux, c'est ce qu'Agnès Buzyn propose, avec un certain nombre de mesures qui vont se mettre en place pour des recrutements, pour des infirmières de nuit, pour ne pas déraciner les personnes aux urgences. Mais en même temps, disais-je, que nous transformions notre modèle vers un modèle plus inclusif et plus à l'écoute des besoins des personnes et des familles. Bernard Jomier. Il y a des mesures conjoncturelles à prendre. Et puis il y a un problème plus structurel lié, comme vous l'avez dit, au vieillissement de la population. Dans les problèmes conjoncturels, quand même, la situation des EHPAD est intenable. Elle est intenable et moi, quand je vois tout de même qu'on est à des ratios d'encadrement, vous le savez, de 60%, plus en général dans les EHPAD publics. Voilà, plus dans les EHPAD publics. C'est un rapport d'ailleurs de la CNSA du juillet dernier qui fait le point sur cette question. Il faut quand même augmenter ce taux d'encadrement. Il y avait un accord et là, la ministre de la Santé a fermé la porte à l'augmentation du taux d'encadrement. Ça n'est pas exact. En déclarant qu'il n'y avait ni d'études théoriques ni scientifiques qui montraient que ça apporterait une amélioration et que de toute façon, il n'y avait ni les moyens financiers ni les moyens humains. Ce sont ces déclarations tenues hier. Sénateur Jomier, 72 millions d'euros par an en plus, c'est pas rien. Et donc, je vous parle du taux d'encadrement des personnels. Ça, c'est le résultat. La mesure concrète annoncée pour le moment, c'est sur les infirmières de nuit, qui est une réponse extrêmement partielle, qui n'est pas inintéressante. Mais vous conviendrez qu'elle est extrêmement partielle. Par ailleurs, c'est juste une parenthèse, mais quand on note que les EHPAD privés à but lucratif ont des taux de rentabilité au-delà de 6%, c'est-à-dire plus qu'un centre commercial, il faut mieux ouvrir un EHPAD qu'un centre commercial pour gagner de l'argent, c'est extrêmement choquant parce que c'est l'argent de la collectivité qui finance tout de même ces EHPAD. Donc il y a des mesures d'ordre conjoncturel à prendre. Et puis vous avez raison, il y a cette question d'une société qui vieillit où le phénomène de dépendance, personnes âgées, handicap, s'accroît. Et là on a été unanime à la Commission des affaires sociales, dans le rapport que nous avons adopté il y a 10-15 jours, pour constater que toutes les mesures sectorielles qui sont prises sont quand même des mesures très partielles et qu'il faudra rouvrir le débat sur le 5e risque. La sécurité sociale, elle a été fondée avec des grandes branches pour faire face aux grands risques de la société. Il est indéniable que c'est un grand risque. Vous le savez, puisque Nicolas Sarkozy avait, à juste titre, rouvert le dossier, qu'il l'a clos peu avant la présidentielle de 2012 parce que les pistes, il fallait du financement et c'était un peu sensible comme dossier, et que François Hollande ne l'a pas rouvert durant tout son quinquennat, poursuivant sur la même voie d'essayer d'améliorer le système existant. C'est une piste, Philippe Crépel, l'ouverture, effectivement, la création d'un 5e risque pour financer... Il y a deux temps. Il y a le temps d'urgence. Nous, on pense qu'il y a besoin d'un plan d'urgence rapide. On ne peut plus continuer. Là, c'est en train de craquer partout. Les personnels ne supportent plus de rentrer chez eux avec des états d'âme sur la façon dont ils prennent en charge. Les financements qui sont donnés aujourd'hui, c'est ouvrir les vannes, mais c'est au compte-gouttes. C'est-à-dire que c'est un goutte à goutte. C'est une goutte tous les minutes pour... quand on est infirmier ou soignant, donc c'est vraiment du compte-gouttes. Les financements donnés aujourd'hui, ça correspond à 5-6 000 euros par EHPAD, c'est rien, c'est 0,3 équivalent temps plein d'infirmière pour la nuit. Quand on n'a pas d'infirmière, ça reste encore quelques nuits où il n'y a pas d'infirmière dans l'EHPAD, ça ne finance pas la totalité de la présence. Ensuite, sur la refonte du financement, il y a besoin d'un refonte global du financement de la protection sociale dans son ensemble. Et le débat ne tourne pas uniquement autour de la 5e branche. Il y a aussi le financement de l'hôpital qui va être revu, le financement de la protection de l'enfance, il y a l'accueil de l'enfance. C'est toute la protection sociale et de se concentrer uniquement sur la 5e branche, de créer une 5e branche, c'est pas non plus la solution parce que nous, notre crainte, c'est qu'on va se concentrer là et faire les vases communicants sur certes des 4 premières, puisqu'il y en aurait 4 premières et une 5e, de l'une vers l'autre, sans augmenter la question des financements. Il faut d'abord revoir quelle masse de financement on remet à
à disposition de la solidarité nationale, qu'ensuite on regarde quels sont les choix qui sont à faire et à orienter par les populations et en faisant participer tous les acteurs, les professionnels, mais aussi les usagers concernés. Et ensuite, on regarde quelle sera la réponse la plus optimum en termes d'organisation de l'offre de solidarité qui doit être globale et générale. Alors, avant de poursuivre ce débat, on va retourner dans le cortège parisien, retrouver Saveria Rojek. Vous êtes avec la présidente du groupe communiste, la sénatrice Éliane Assassi. Bonjour Éliane Assassi, merci de répondre à nos questions au cœur donc de cette manifestation. Qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron, chef de l'État, qui hier dit que c'est aux retraités de faire un effort pour les jeunes actifs, pour ceux qui travaillent? Vous lui répondez quoi au président? Écoutez, je lui réponds d'abord qu'il... comment dire ? C'est un véritable mépris à l'égard des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie et qui ont droit aujourd'hui à une retraite décente. Et cette ponction de la CSG est inadmissible puisqu'on voit bien que selon le niveau des pensions, ça peut aller de 150 € à 500 € annuels de ponction sur les pensions des retraités qui ne sont quand même pas les milliardaires de notre pays. Donc je trouve que ces propos sont méprisants. Donc demain, il y aura de nouvelles générations de retraités et effectivement, il faudra que les conditions soient créées pour qu'ils perçoivent eux aussi des retraites décentes. Et s'en prendre aux retraités d'aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit la solution pour assurer de bonnes pensions pour les retraités de demain. Vous me disiez, alors on n'a pas encore de chiffres officiels bien sûr sur la mobilisation d'aujourd'hui, mais vous me disiez il y a du monde, c'est encourageant pour la semaine prochaine justement. Oui, je trouve que effectivement, pour une catégorie de Françaises et de Françaises, il y a une grande mobilisation aujourd'hui. On ne peut que s'en réjouir. Je pense que le sujet des retraites fait monter beaucoup de colère dans le pays, au-delà des retraités eux-mêmes. Et toutes les annonces qui sont faites aujourd'hui par le président de la République et son gouvernement sont de nature à créer des colères dans plusieurs catégories professionnelles ou de non-actifs comme aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il y a la manifestation des EHPAD aussi, des personnels des EHPAD. Donc il y aura la journée de mobilisation la semaine prochaine dans laquelle s'agrègent un certain nombre d'autres secteurs que la SNCF. Donc on peut... Justement, est-ce qu'avec la mobilisation qui va commencer à la SNCF, est-ce qu'on peut craindre, est-ce que vous espérez un conflit social majeur? Vous l'avez dit, une agrégation des mécontentements. Oui, franchement, je l'espère, parce que moi, pour me rendre partout sur les territoires, il y a effectivement des colères qui viennent par de multiples biais, que ce soit chez les fonctionnaires, dans les personnels de santé, à la RATP aussi, enfin bon bref, les retraités agricoles qui sont très en colère aussi, puisque le gouvernement n'a pas voulu faire adopter notre proposition de loi la semaine dernière. Donc il y a plein de colères qui s'expriment dans le pays. Et peut-être que jeudi prochain, ce sera effectivement le point de convergence de toutes ces colères pour dire au président de la République et à son gouvernement que cette méthode de zapping politique, ce côté moderne, tend à sacrifier des gens sur l'autel de l'argent dans notre pays et qu'il serait temps peut-être d'arrêter et de penser à eux. Très bien, merci beaucoup. Merci Éliane Assassi d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Catherine Procaccia, les retraités aujourd'hui, eh bien, parfois gagnent plus que les actifs, notamment parce que le patrimoine immobilier a explosé. Je reviens à cette question de la solidarité intergénérationnelle. Il faut qu'il y ait un débat sur ces questions? Les retraités ne gagnent pas plus parce qu'ils ont un patrimoine. Leur patrimoine a pris de la valeur, il faut qu'ils l'entretiennent. Mais le patrimoine, ils l'ont remboursé pendant 25 ou 30 ans. Et s'ils vendent ce patrimoine et qu'ils veulent habiter ailleurs, eh ben, ils vont redépenser la même chose. Donc ils ne gagnent pas plus parce qu'ils ont un patrimoine. C'est un faux débat que de vouloir relier la valeur du patrimoine avec les revenus. Et je pense que les retraités qui acceptent depuis des années que leur retraite n'augmente pas, auraient peut-être accepté une augmentation de la CSG si celle-ci était destinée à aider d'autres retraités aux plus faibles revenus. Mais non, on leur dit c'est pour aider les actifs. Or, ils ont été actifs et en tant qu'actifs, ils ont participé déjà à la solidarité envers les plus jeunes. Et je pense que ce qui passe mal, c'est de dire le gouvernement a fait des choix, le choix de supprimer la taxe d'habitation, d'autres choix, et ils le font payer aux retraités. Les retraités, la solidarité, ils la connaissent.
mais que ce soit eux qui payent uniquement pour financer des promesses électorales, eh bien je comprends qu'ils manifestent. Ouais. Marianne Montchamp, c'est une catégorie de la population qui pèse lourd électoralement, 16 millions de personnes sur les 46 millions d'inscrits sur les listes électorales. Je rappelle qu'au second tour de la présidentielle, 76% des plus de 65 ans ont voté pour Emmanuel Macron. Il ne faut pas les négliger dans ce contexte. Oui, sans doute, mais vous voyez, on est bien là dans un cas de figure où précisément on n'est pas dans une situation de démagogie. On est dans une approche réaliste d'une situation complexe. Alors c'est vrai que ces deux mouvements se déroulent en même temps. Ils ne sont pas tout de même, je veux le rappeler, de même nature. Les retraités revendiquent effectivement pour leur pouvoir d'achat, on peut le comprendre, mais encore une fois, la politique du gouvernement a été annoncée, elle est claire, il y a des priorités, et l'embellier économique que le gouvernement attend et qu'Emmanuel Macron non seulement appelle de ses voeux, mais met en œuvre en mobilisant un certain nombre de leviers et de mécanismes, à n'en pas douter, produira des effets qui bénéficieront aussi aux retraités. En revanche, sur la question des EHPAD, qui est aussi à l'ordre du jour aujourd'hui, je veux rappeler tout de même que dans la question du financement des EHPAD, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si nos concitoyens l'identifient toujours quand ils n'y sont pas confrontés. Mais il faut financer le soin des personnes, et ça, c'est l'assurance maladie. Je dirais que, globalement, le reste à charge sur ce poste est faible. Il y a un deuxième poste qui est ce qu'on appelle le financement de la dépendance, c'est-à-dire l'accompagnement de la personne. Ça peut être à domicile, ou ça peut être effectivement dans l'EHPAD. Et là, les financements viennent souvent des territoires avec une contribution importante des départements qui perçoivent les allocations, enfin qui perçoivent ce qu'on appelle des concours financiers pour financer l'APA. Mais évidemment, nous connaissons un certain nombre de tensions qui expliquent que localement, il y ait des écarts, et la réforme de la tarification que nous évoquions tout à l'heure, précisément elle se dénoue dans les écarts que nous venons de nommer. Il y a un troisième poste qui est redoutable pour nos concitoyens, c'est le poste hébergement. Parce que ce qui fait le gros reste à charge dans ce qu'on appelle les maisons de retraite, les EHPAD, eh bien c'est tout simplement le prix de cet hébergement. Et là où il y a une difficulté, c'est que parfois nous avons des Français qui ont déjà un logement, qui louent, ou qu'ils ont acquis, mais en même temps, ils sont obligés de financer cette chambre dans l'EHPAD, ces 20 mètres carrés, dans lesquels ils vont finir leur jour. Et nous voyons bien qu'il faut aussi que nous réfléchissions à ce sujet. C'est pour ça que la question du cinquième risque, elle est importante, mais à la condition, bien entendu, de dessiner le modèle vers lequel nous voulons aller. Parce que mobiliser des financements... Alors ce modèle, vous êtes d'accord avec l'analyse de Marianne Montchamp? Oui, relativement. Enfin, le constat, il est largement partagé avec ces trois. En plus, il y a trois sources de financement. Il y a l'État, il y a la sécurité sociale, il y a les collectivités territoriales, le département en l'occurrence sur le médico-social, qui payent aussi. Et le reste à charge. Mais je parle des financements collectifs, et tout ça ne suffit plus. Je veux dire, soit on raisonne à enveloppe constante et on n'y arrive pas, on tente des améliorations. La loi qui a modifié entre les EHPAD, les répartitions, c'était plutôt intelligent, mais ça produit des effets... On a oublié de regarder dans le détail. Et oui, voilà, ça produit des effets secondaires, parce que qui est surdoté? Personne. Donc à partir du moment où on répartit entre les EHPAD, il y a des EHPAD qui sont pénalisés et la situation se dégrade. Le cinquième risque, ça veut dire très clairement, et c'est pour ça que ça a chopé, c'est parce qu'il y avait nécessité d'ouvrir une nouvelle piste de financement. Et la piste de financement qui était discutée, c'était sur le patrimoine et les successions, et que c'est extrêmement sensible. Parce qu'effectivement, quand on a constitué un patrimoine, il y a une légitimité, c'est tout à fait... Mais en même temps, comment finance-t-on notre système social? Et là, en direction des personnes âgées et de la dépendance, et des personnes en situation de handicap, où la problématique est assez similaire, avec pareil, trois sources de financement collectif, on va dire encore une fois. Et bien donc, si on veut continuer à prendre des mesures sectorielles, je dis tout simplement qu'on va avoir beaucoup de mal à y arriver. Et il n'y a pas que moi qui le dis. C'est très partagé comme constat. Oui. Donc il faut du courage politique. Après, nous, pour la CGT, on est un peu plus simpliste. Il y a 230 milliards de cadeaux et d'exonérations fiscales aujourd'hui sur les entreprises. Sur le gouvernement précédent, c'est quasiment 50 milliards par an d'argent que les entreprises ne versent pas à la collectivité par diverses mesures qui ont été prises depuis plusieurs années.
Il suffirait à un moment de mettre fin et de revenir au financement antérieur. 50 milliards, on fait des choses. Quand on entend qu'hier, 8-10 milliards, on ne s'est pas les trouver pour créer les 200 000 emplois pour s'occuper dignement de nos personnes âgées. Nous, on les voit facilement. Après, il faut le courage politique de le faire et de revenir sur des décisions qui ont été prises avec lesquelles certaines entreprises jouent et continuent à verser des dividendes. Ensuite, sur le secteur privé des EHPAD, nous, on trouve ça inadmissible. On ne peut pas verser des subventions à ces établissements. Lorsqu'on verse 10 € à ces établissements, il y a 1 ou 2 € qui va aux actionnaires et qui ne va pas aux personnes âgées ni au personnel. Donc il faut arrêter aussi ce dispositif. Aujourd'hui, on voit un secteur qui est florissant, dans lequel les personnels ont des conditions de travail catastrophiques. Hier soir, on avait une camarade qui nous appelait, ils étaient 2 pour 110 patients dans un EHPAD. C'est inadmissible, on ne peut pas accepter. Et ces EHPAD-là continuent à demander les prix de journée des fois les plus élevés, avec les restes à charge des fois les plus élevés pour les familles. Et ce n'est pas toujours les personnes les plus riches qui vont dans ces établissements, c'est ceux qui ont rien trouvé et ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Bien souvent, les gens, ils ont plusieurs EHPAD, ils postulent et ils vont dans le premier où il y a une place disponible. Et c'est pas toujours celui qui est le plus en adéquation avec leurs moyens. Et donc ça, c'est pas non plus logique. Tout le monde devrait être à égalité devant le vieillissement, on devrait être pris en charge de la même manière. Et c'est là où justement la solidarité doit jouer plein son rôle. Ouais. Catherine Procaccia, on peut y parvenir justement à cette égalité de traitement face au vieillissement? L'égalité de traitement, pourquoi pas. Y parvenir, c'est compliqué. D'abord, le vieillissement, chaque personne le vit différemment. Effectivement, je pense que l'avenir est peut-être dans le maintien à domicile plus que dans les EHPAD, et l'avenir est dans le bien vieillir. À partir du moment où les gens resteront en meilleure forme le plus longtemps possible, ça pourra être une solution. Mais je crois qu'en matière de santé et de prévention, la France fait quand même pas mal de choses. Après, effectivement, comment traite-t-on nos personnes âgées les plus dépendantes? Mais il y a eu une évolution, parce qu'il y a quelques années, la moyenne d'âge était de 80-82 ans. Maintenant, c'est 90 ans dans les maisons de retraite. Dans les EHPAD. Et dans une situation bien donc on est dans une situation où aussi, en même temps, ils restent beaucoup moins longtemps dans les maisons de retraite parce qu'ils arrivent à un âge beaucoup plus avancé. Mais le traitement égalitaire, oui, ça serait souhaitable parce que quand on est de la région parisienne comme nous et que l'on ne peut pas trouver une place dans une maison de retraite à des prix prohibitifs et qu'il y en a très peu et qu'on est obligé d'envoyer nos familles en province où là ils ne pourront pas nous voir toutes les semaines, ben là c'est une véritable injustice. Mais je dis que cette injustice, elle est territoriale et c'est plutôt sur une égalisation sur le territoire qu'il faudrait trouver des solutions. Alors, avant de poursuivre, on retrouve Saveria Rojek toujours dans ce cortège des retraités qui manifestent aujourd'hui pour leur pouvoir d'achat. C'est à vous, Saveria. Bonjour, je suis avec Christian Ferrebeuf, vous êtes retraité. Oui. Que réclamez-vous aujourd'hui dans la rue? Je réclame l'abandon de la CSG et puis l'augmentation des pensions qui sont bloquées depuis au moins les années 2013. Voilà. Et puis voilà, et aussi au niveau de la santé, le principe d'avoir le nombre de personnel suffisant pour pouvoir avoir des soins qui soient les meilleurs possibles. Plus de personnel, plus de monde pour les EHPAD. Plus de monde pour les EHPAD. Voilà. Vous avez le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté par le gouvernement aujourd'hui? On a plutôt l'impression d'être méprisé. On a plutôt l'impression d'être méprisé, de ne pas représenter la classe que M. Macron dirige, c'est-à-dire uniquement le CAC 40 et l'international bancaire. Voilà, c'est vraiment cette impression-là que l'on a. Et quand il dit, quand M. Macron justement dit que c'est aux retraités de faire un effort pour ceux qui travaillent, pour les jeunes actifs. Mais nous avons fait des efforts pendant 41 ans, 42 ans et pour les futurs au moins bien plus. Et donc effectivement nous méritons une retraite qui soit décente. Et c'est pas en prenant une CSG à des couples qui ont des revenus bien souvent inférieurs à 2 000 €, c'est-à-dire le principe de base 2 000 € à deux, ça fait
Ça fait à peu près 1000 ou 0,8 euros qui est la base du seuil de pauvreté. Ce n'est pas en prenant à ces personnes-là que l'on va rendre justice aux jeunes et qu'on va les aider. Très bien, merci beaucoup, merci monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Saveria. Marianne Monchamp, encore un témoignage où on demande de la décence. Est-ce que, justement, Emmanuel Macron est trop sourd à ces demandes des retraités ? Écoutez, je crois encore une fois que la feuille de route du gouvernement est tout entière orientée vers un meilleur état de notre pays de manière générale. Et que pour cela, dans un programme qui a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République, les choses ont été dites. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas. La preuve, c'est qu'Agnès Buzyn a apporté un certain nombre de réponses destinées à permettre des recrutements des personnels, 72 millions d'euros par an, faut-il le rappeler, que les établissements qui sont en situation particulièrement difficile vont faire l'objet de compensations, que Pierre Ricordeau, qui est à la tête d'une mission qu'il traite de manière extrêmement fine, c'est un homme de grande qualité. Il s'est déplacé sur le terrain, il est allé voir ce que cette réforme de la tarification n'avait pas dit, parce qu'elle s'était contentée d'adresser au fond des moyennes, alors qu'il faut entrer dans le détail de la situation de chaque établissement. Tout cela fera l'objet d'ajustements et de compensations. Et c'est ce même gouvernement qui, si je puis dire dans la même phrase, dit à nos concitoyens, attention, il nous faut orienter notre modèle vers les réponses de demain. Les réponses de demain, c'est quoi? Ça a été dit tout à l'heure. C'est de mettre le cap sur la prévention. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à nous résoudre à ce que le vieillissement de la population se transforme automatiquement en grande dépendance. C'est un combat collectif, c'est le combat des années qui viennent. Ça, vous le trouvez dans la stratégie nationale de santé que porte la ministre des Solidarités et de la Santé. Il y a un autre débat, un autre travail qui doit se faire en partenariat avec les territoires et dans une écoute fine des territoires, sur le terrain, par la construction de réponses, en réunissant les parties prenantes. C'est une méthode, c'est un changement. Et bien entendu, personne ne songerait à nier la difficulté des personnes qui ont témoigné, évidemment, à votre antenne et qui le vivent, elles, directement, si j'ose dire, intimement. Eh bien, merci à vous, Marianne Monchamp. Merci Philippe Crépel. Merci Catherine Procassia. Merci Bernard Jomier d'être venu en débattre sur ce plateau. À quelques jours de l'élection présidentielle en Russie, l'affaire Skripal, du nom de l'ex-espion russe empoisonné sur le sol britannique, vient tendre un peu plus les relations de Vladimir Poutine avec l'Europe, mais aussi les États-Unis. Theresa May a opté pour des représailles diplomatiques. Emmanuel Macron annoncera sa position dans les jours à venir. Samia Dechir. La crise russo-britannique s'internationalise sur fond de relents de guerre froide. Après l'empoisonnement d'un ancien espion russe en Grande-Bretagne, Londres a reçu le soutien de Paris, Berlin et Washington. Dans un communiqué commun, les 4 pays pointent tous la responsabilité russe comme seule explication possible de cette attaque. Ils demandent à la Russie de fournir toutes les informations sur son programme chimique. La Russie doit coopérer pleinement à l'enquête du Royaume-Uni et dénoncer son propre programme d'armement chimique. La Grande-Bretagne va expulser 23 diplomates russes et geler ses relations bilatérales avec Moscou. La France pourrait bientôt suivre. Emmanuel Macron annoncera dans les prochains jours les mesures qu'il compte prendre. La France condamne donc avec la plus grande fermeté cette attaque inacceptable sur le sol d'un pays allié. Et je veux ici dire toute ma solidarité à l'égard de Theresa May suite à ce qui est bien entendu inacceptable. La Russie, elle, continue de nier en bloc toute implication dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Elle dénonce une tentative de déstabilisation à quelques jours de son élection présidentielle. Nous n'employons pas le langage des ultimatums et n'autoriserons personne à nous parler sur ce ton. La réponse de Moscou ne devrait plus tarder. Le Kremlin a annoncé préparer des mesures de riposte aux sanctions britanniques. Et Sylvie Bermann, ambassadeur de France en Russie, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Sylvie Bermann, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit aujourd'hui cette pression des Occidentaux sur Vladimir Poutine. Comment expliquez-vous finalement ce front commun ? Je crois qu'il y a une logique à partir du moment où le Royaume-Uni est un allié de premier plan de la France. Il est normal d'afficher une solidarité très claire. Et il y a eu effectivement les propos du président de la République. J'ai d'ailleurs eu l'occasion moi-même de m'exprimer
sur la chaîne de télévision Russie 24 sur ce sujet. Et il y a aujourd'hui une déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des États-Unis. On a vu les représailles diplomatiques envisagées, annoncées par Theresa May. On sait qu'Emmanuel Macron annoncera les mesures qu'il compte prendre dans les prochains jours. C'est un communiqué de l'Élysée. Est-ce que vous pensez qu'il y aura également des représailles diplomatiques de la part de la France vis-à-vis de Moscou? Moi, je ne peux pas vous répondre. C'est une décision du président de la République. Quel est l'intérêt finalement aujourd'hui de la France justement à soutenir la Grande-Bretagne avec les États-Unis et l'Allemagne justement dans cette affaire d'empoisonnement? C'est simplement parce que le Royaume-Uni est un allié. Nous avons une coopération en matière de défense qui est très étroite. On disait, cela intervient à quelques jours d'élections présidentielles en Russie. Est-ce que ça peut être perçu comme une tentative de déstabilisation, à moins que Vladimir Poutine ne s'en serve également à son tour dans sa campagne? Alors, il y a eu effectivement des protestations des Russes. Il y a effectivement des allégations que ce serait finalement une provocation dans le cadre de la campagne. Moi, je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Ça peut être malgré tout un instrument dont Vladimir Poutine peut se servir lui aussi pour sa réélection annoncée dimanche. Il peut essayer de resserrer les rangs, effectivement. Maintenant, les jeunes, les classes moyennes ne sont peut-être pas nécessairement sur cette ligne. Ça peut renforcer le sentiment d'isolement aussi de la part de certains habitants en Russie. Justement, ce front des Occidentaux contre Vladimir Poutine dans cette affaire. En tout cas, ce qui se passe en Russie, c'est qu'en général, il y a une solidarité très forte et que les sanctions ont plutôt tendance à resserrer les rangs autour du président. C'est la réalité, mais encore une fois, il y a aussi des jeunes qui ont sans doute des positions différentes. Et pourtant, on voit bien aujourd'hui que la France a besoin de la Russie, notamment dans le conflit syrien, compte tenu de son influence sur le régime. On sait qu'il y a eu cette mise en garde d'Emmanuel Macron, toujours depuis l'Inde, pour que la Russie s'engage à faire respecter la trêve dans la Ghouta orientale. Là aussi, ce n'est peut-être pas le bon moment de s'attirer les foudres de Vladimir Poutine. Alors, le président de la République a entretenu un dialogue étroit, régulier, exigeant avec le président Poutine. Il l'a appelé à plusieurs reprises sur la question de la Syrie, en particulier pour le convaincre d'adopter la résolution 2401 et ensuite de la mettre en œuvre. Il l'a appelé avec la chancelière allemande et puis il l'a appelé de nouveau et en tout cas c'est un sujet qu'il suit de très près. Mais ce dialogue est constant et le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, était à Moscou il y a quelques jours également pour évoquer ces sujets. Et quelle est la position de la Russie justement? Il y a eu une écoute, Alors d'abord, je crois qu'effectivement, il y a eu le vote de la résolution, ce qui est un point positif dans la mesure où il y avait eu 11 vétos de la part de la Russie précédemment. Il y avait eu une décision de trêve, même si c'est une trêve partielle. Cela dit, ce que nous demandons aussi à la Russie, c'est d'exercer davantage de pression sur Assad. Il y a eu cette interview de François Hollande publiée lundi dans le journal Le Monde. C'est la Russie, je cite, qui est la puissance principale en Syrie et le risque est sérieux d'une escalade si aucune limite ne lui est fixée. Comment interprétez-vous ces propos ? Alors la Russie, effectivement, est aujourd'hui très présente en Syrie. C'est vrai qu'elle a aidé Assad. Maintenant, elle n'a pas totale autorité sur Assad non plus. Il arrive que Assad ne respecte pas les demandes formulées par la Russie. Mais c'est clair que la Russie joue un rôle très important et qu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, elle a des responsabilités. Je voudrais qu'on revienne sur les relations entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. On se souvient que Poutine avait été reçu en France pour le début de l'exposition Pierre le Grand à Versailles. Cette venue du président russe a rompé finalement vraiment avec le dialogue de sourds, on peut dire, qui prévalait lors du précédent quinquennat. Comment avez-vous vécu justement cette visite officielle ?
Alors moi je n'étais pas encore à Moscou, je suis arrivée au mois de septembre en provenance de Londres. En tout cas c'est très clair que cette visite a été très appréciée, probablement par le président Poutine et son entourage, mais également par la population russe qui a plutôt des sentiments de sympathie à l'égard de la France. Et ils attendent la visite du président de la République qui a été annoncée au moment du forum de Saint-Pétersbourg. Ça permet d'effacer finalement les 3 années de tensions politiques entre la France et la Russie. On se souvient, notamment provoquées par les crises en Ukraine ou encore on vient d'en parler en Syrie. En tout cas, c'est très important d'avoir un dialogue. Et comme je disais, c'est un dialogue exigeant et qui mérite d'être poursuivi. Comment concevez-vous votre rôle d'ambassadeur de France en Russie, justement, dans ce contexte? On voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions diplomatiques, notamment au niveau parlementaire. Tout à fait. Donc, j'ai rencontré les membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense la semaine dernière. Ils sont en train d'établir un rapport en commun avec les membres du Conseil de la Fédération qui doit venir bientôt à Paris. Et je pense que c'est important qu'il y ait des contacts à tous les niveaux, niveau parlementaire, pas seulement gouvernemental. Et je crois que l'originalité de la relation est aussi ce qui a été créé par le président Macron et le président Poutine, qui est ce dialogue de Trianon, qui permettra aux citoyens de s'exprimer également et donc de s'exprimer plus largement dans un cadre beaucoup moins contraint. Moi, je suis très active évidemment en Russie. J'ai rencontré plusieurs... j'ai présenté mes lettres de créance évidemment au président Poutine. J'ai rencontré les vice-premiers ministres. J'ai rencontré une douzaine de ministres, des hommes d'affaires. Et je crois que c'est le rôle d'un ambassadeur, c'est d'être très présent. J'ai fait des conférences également dans des universités, j'ai rencontré des think tanks, je rencontre le plus de monde possible et je pense que ce qui est important c'est la présence au quotidien, au-delà des visites ministérielles ou officielles qui par définition ne sont pas quotidiennes. Ouais, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un changement de ton justement à cause de cette affaire Skripal ? Alors, on verra comment les choses vont évoluer. Ça dépendra aussi, effectivement, des décisions qui seront prises par le président de la République. Mais je crois néanmoins que le dialogue mérite d'être poursuivi. Vous avez une expérience chinoise, elle est régulièrement citée en exemple. Vous êtes sinologue de formation. Est-ce que ça vous aide justement dans ce nouveau poste d'ambassadeur de France en Russie ? Alors, je crois qu'il y a des ressemblances, parce que ce sont 2 très très grands pays, héritiers d'un empire, tous les 2, et puis avec une marque très forte du communisme. Et en fait, il y a une proximité dans l'organisation de l'État, même si la Russie n'est plus un pays communiste, mais après 70 ans de communisme et de soviétisme, il y a quand même des traces très fortes. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Bermann d'être venue sur ce plateau. Merci. On va continuer sur ce thème de la Russie avec vous, Tan Tran Nui, puisque vous êtes avec le sénateur qui représente les Français de l'étranger, Christophe-André Frassa. Oui, je suis avec le sénateur Christophe Frassa, sénateur LR, vice-président du groupe d'amitié France-Russie. D'abord, votre réaction à ce communiqué commun entre Paris, Londres, Berlin et Washington. Je le cite, qui estime que la responsabilité russe est la seule explication plausible à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. C'est surtout le mot plausible qui, évidemment, nous interpelle tous parce qu'on est évidemment sous le choc de ce regain de tension à nouveau entre la Russie et l'Occident, qui rappelle évidemment la guerre froide. Mais ce qui quand même pose une question, c'est que en l'absence de la preuve matérielle, on est tous devant la preuve plausible. Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir quand même une explication de la part de la Russie. Oui, c'est ce qu'ils appellent. Ils appellent la Russie à répondre à toutes les questions liées à cet événement. Dans l'attente de la preuve apportée par la Russie, et moi je ne désespère pas que la Russie apporte finalement une preuve,
on est un peu dans une condamnation rapide et sans j'allais dire, la présomption d'innocence. Donc c'est un peu rapide. Je trouve qu'on fait monter un peu la pression, surtout parce qu'il va y avoir une élection présidentielle en Russie dimanche. Donc je trouve que la pression monte un peu rapidement. Élection présidentielle qui devrait être normalement remportée par Vladimir Poutine sans difficulté. On peut dire qu'elle est un peu sans surprise. Juste un mot sur ce que vous disiez sur le climat de guerre froide. 23 diplomates russes expulsés par Theresa May. Effectivement, c'est la plus importante vague d'expulsion depuis cette époque. Oui, on peut comprendre que la Grande-Bretagne soit sous le choc parce que il est évident que s'il s'avère qu'il y a vraiment un État derrière la mort de cet ancien espion russe sur le sol britannique, la Grande-Bretagne prenne des mesures conservatoires. Mais c'est vrai qu'on est en ce moment, je trouve, dans une relation tendue et des mesures toujours assez disproportionnées entre la partie, j'allais dire, la plus occidentale de l'Occident, si vous voyez ce que je veux dire, le Royaume-Uni et son allié fidèle, les États-Unis, et la partie continentale de l'Occident qui est la France et l'Allemagne. Oui. Où se situe la France? Il y a des relations assez complexes avec la Russie. L'emblème de tout cela, c'était peut-être la réception de Vladimir Poutine au château de Versailles, avec cette réception en grande pompe d'un côté, et d'autre part, cette conférence de presse avec ce moment de tension, notamment lorsqu'il a été question de RT ou encore de Spoutnik, dans les mots du président de la République. Il y a la volonté toujours de la France de maintenir un dialogue, parce que on ne peut pas avoir une relation aussi ancienne que l'on a entre la France et la Russie sans un dialogue permanent, continu, qui quelquefois évidemment a des périodes beaucoup plus tendues, beaucoup plus, j'allais dire, intenses, mais dans le sens négatif, parce qu'il y a des maladresses de part et d'autre. Le président Macron a voulu tourner la page de relations qui étaient vraiment très mauvaises, celle de son prédécesseur avec la Russie. Il a fait un geste. Il a tendu la main au président Poutine. Il va y avoir quand même une visite officielle du président Macron en Russie. Le dialogue parlementaire. Le dialogue parlementaire que nous avons, nous, instauré et qui est continu. Il y a le dialogue de Trianon entre les deux États. Donc, il y a tout cela. Après, qu'il y ait aussi des maladresses de part et d'autre, on ne peut pas y échapper. C'est aussi ça qui fait la relation entre deux États. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Rassa, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Je vous le disais, adoption définitive du projet de loi olympique après un dernier feu vert du Sénat, c'était ce matin, alors qu'un rapport d'experts s'inquiète d'un dérapage budgétaire qui pourrait coûter cher à la France d'ici à 2024. Marie Brémaud. Consensus dans l'hémicycle au moment de voter le projet de loi olympique Paris 2024. Les sénateurs avaient déjà trouvé un accord avec les députés lors de la commission mixte paritaire, avec pour les parlementaires un enjeu majeur sur ce texte. Nous avons adopter diverses simplifications. Je crois que c'est un pan important de ce texte, de manière générale. Simplifier les procédures d'urbanisme, se libérer des carcans administratifs, alors que de nombreux chantiers vont être lancés en vue des Jeux Olympiques. Des dispositions adoptées alors qu'un rapport d'experts vient de mettre en doute le respect des délais et du budget. Si la ministre des Sports se veut rassurante, elle admet de nécessaires ajustements. Aujourd'hui, effectivement, il y a des révisions à faire. La seule chose, c'est que nous resterons dans les coûts et nous n'allons pas déroger à cette confiance qu'on nous a attribuée. Donc je me tiens fermement, j'irai obstinée à rester dans les clous. Nous ne ferons pas et je rassure tout le monde, nous ne ferons pas des jeux low cost, mais nous ferons des jeux sobres. Laura Flessel lance donc une vague de concertation avec les élus locaux afin de respecter le budget, soit un peu moins de 7 milliards d'euros. La ministre a 3 mois pour revoir la copie. En juin, la France doit remettre au CIO le projet final. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Patrick Kanner, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe socialiste ici au Sénat, ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports entre 2014 et 2017. Jean-Raymond Hugonet, bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur Les Républicains de l'Essonne. Pierre Rondeau est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes économiste du sport. Et j'accueille enfin Armand de Rindinger. Bonjour, vous êtes consultant international, spécialiste du mouvement olympique. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La cuisine
féminine olympique quand la France se pique aux Jeux aux éditions Temporis. Première question pour vous, Patrick Caner, puisqu'on a entendu à l'instant Laura Flessel nous assurer que nous n'aurons pas des Jeux low cost. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des inquiétudes à avoir? Sur le low cost ou sur le coût général? Sur le low cost, pour reprendre sa formule. Non. Pourquoi? Parce que nous avons déjà l'essentiel des équipements et que ceux qui seront à construire seront soit en modulaire, donc de manière tout à fait maîtrisée. On a une très forte technicité en France sur le sujet, et la construction de la piscine olympique, du centre nautique olympique aquatique qui ne posera aucun problème en termes de qualité. Non, je pense qu'il faut couper court à ce mauvais canard qui consisterait à penser que pour des raisons financières, nous aurions des jeux cheap, pour reprendre une autre expression anglophone. Donc ce dossier a été bien mené, avec des engagements clairs de l'État, des collectivités territoriales que je souhaite saluer. Et donc nous avons un dossier qui bien sûr ne doit pas déraper, comme l'a dit Laura Flessel très justement, mais qui est maîtrisé. Vous partagez cet enthousiasme, Jean-Raymond Hugonet. Est-ce qu'il ne faudra pas, malgré tout, revoir quelque part nos ambitions à la baisse? Alors, je partage l'essentiel de ce que vient de dire Monsieur le ministre. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on fait dans la suspicion. Vous voyez, sur les coûts, bien entendu qu'il va falloir maîtriser. L'expérience nous apprend que quand on fait des annonces, quand on rentre dans la réalité, on voit les changements. C'est un des sujets qui irrigue, si je puis dire, le projet olympique, c'est le Grand Paris Express, où là, on a des inquiétudes. Forcément, aujourd'hui, on se trouve devant le mur et on a des difficultés. Je pense que le dossier, comme l'a dit Monsieur le ministre, a été très bien mené. Il faudra... Et donc, consensus politique. Oui, mais le sport rapproche. Et c'est un exemple ce matin dans l'hémicycle, même si on n'était pas très nombreux, à mon avis, mais quand même... il y a eu, je crois, la CMP s'est très bien passée, les échanges entre l'Assemblée et le Sénat. Pourquoi? Parce que c'est fédérateur. Le sport est fédérateur, on l'a montré, et que c'est une des raisons. Alors maintenant, il va falloir faire très attention et encadrer financièrement. La Cour des comptes est déjà un petit peu, je ne vais pas dire sur les dents, mais quand même un petit peu. Il ne faut pas jouer les Cassandres. L'Inspection générale des finances aussi, à travers ce rapport. Absolument. Alors, il ne faut pas jouer les Cassandres, il faudra être très vigilant. Moi, j'ai toute confiance dans l'organisation, et notamment Tony Estanguet et toute son équipe, pour que les choses soient mesurées de très près. Ouais. Armand Drininger, c'est vrai que l'histoire a montré que l'addition explosait systématiquement pour les villes organisatrices, pour les villes hôtes des Jeux Olympiques. Oui, toujours, à l'exception de Los Angeles, qui étaient les seuls Jeux Olympiques rentables. Oui, je partage le point de vue des sénateurs et du ministre Patrick Caner, il n'y a pas de souci. Les Jeux que l'on va faire vont être bien organisés, bien faits. Est-ce qu'ils resteront dans le budget de 6,8 milliards qui était précédemment de 6,2 milliards? Donc on est passé de 6,2 milliards à 6,8 milliards, qui est une dérive sur un an qui n'est pas bien grave. Non, la question qu'il faut se poser véritablement, mais est-ce que ce budget qui a été élaboré correspond-il à une réalité? Et déjà, au moment du moment de la candidature, indépendamment de la qualité de la candidature, beaucoup d'experts et de consultants, beaucoup de gens qui connaissent le sujet, s'interrogeaient sur la légitimité et la crédibilité de ce budget. Ce budget était bien fait, sur les lignes budgétaires qui avaient été prévues à 10% près, entre autres pour le bassin nautique par exemple, c'était bien fait, mais il était totalement incomplet. Et il ne tenait pas compte d'une certaine réalité que lorsqu'on organise les Jeux Olympiques, lorsqu'on nous attribue les Jeux, il y a des réalités indirectes, par exemple comme le Grand Paris, qui auront un effet mécanique sur les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit, ben voilà, on découvre que ça ne tiendra peut-être pas dans les clous, si ça peut éventuellement tenir dans les clous, moi je n'y crois pas, sur les 6,8 milliards, je n'y crois pas, mais la chance que l'on a, c'est qu'on a une obligation aujourd'hui de dire la vérité des choses. On a vendu un dossier au CIO, le CIO ne veut pas que l'on dérape, je crois que le peuple, entre guillemets, et les collectivités territoriales ne veulent pas, donc nous avons aujourd'hui les collectivités territoriales, l'ensemble des partenaires qui disent oui, donne-nous la vérité des prix. Et je pense qu'à la fin juin, nous aurons la vérité des prix. Et ça ne sera pas 6,8 milliards à mon avis. Pierre Rondeau, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a promis de la transparence absolue, justement, sur ce dossier. Chef d'État qui s'engage à tenir cette enveloppe de 6,8. Ce qui est sûr, oui, effectivement, dans l'histoire olympique, depuis 1968, le taux de dépassement moyen était de 167%. Comme vous l'avez dit, les seules Olympiades qui ont respecté leur budget, c'est Los Angeles en 84. Là où vraiment, je soulignais la chose et je veux mettre le point dessus, c'est qu'on parle effectivement du budget olympique. Mais moi, je veux vraiment voir plus loin. C'est un budget pour des investissements olympiques qui seront ensuite réhabilités. Alors, quand bien même, on peut maintenant se positionner, il y aura ou pas dépassement.
même s'il y a dépassement, j'ai envie de croire que le dépassement, s'il a lieu, ce n'est pas un coût supplémentaire, c'est un investissement supplémentaire. On va effectivement dépenser beaucoup d'argent pour un village olympique, pour un centre aquatique, pour un media center, mais, c'est ce qu'il dit dans le projet, l'ensemble de ces infrastructures seront ensuite réhabilitées a posteriori pour des logements, dont des logements sociaux, des bureaux et des commerces. Alors là, on se focalise sur le coût budgétaire, sur le budget à 6,8 milliards. J'ai envie de dire, soit il passera à 7, à 8, à 9, à 10, ok. Je pense qu'il passera à 10. Peut-être pas à 10, en tout cas à 7 ou 8, peut-être, très certainement. Mais ce n'est pas un coût qui pèsera sur les générations futures comme une dette restrictive, ce sera un coût ou même un investissement pour réhabiliter les infrastructures, pour améliorer le confort des citadins, des franciliens. On va accélérer les travaux du Grand Paris, du Grand Paris Express. On va construire des nouveaux logements. On va améliorer la visibilité, l'accueil, les infrastructures de beaucoup de régions et de départements en France. Donc, on se focalise sur le budget. Le budget sera dépassé, je pense, mais pas dans le mauvais sens. C'est vrai que ces réalisations sont des facteurs d'attractivité des territoires et notamment de la Seine-Saint-Denis. Il y a quand même quelques inquiétudes. Patrick Caner, justement, pour ce département qui craint d'être un peu oublié ou abandonné dans le projet. Écoutez, il est en tout cas le département le plus favorisé par le projet. Et notamment, il va récupérer ce centre aquatique qui va être exceptionnel, avec sûrement un surcoût, ça je vous le concède, mais qui est tellement utile pour ce Le coût pourrait être multiplié par 2, de 130 millions d'euros passer à 260. J'attends les analyses architecturales des experts, nous verrons bien. Mais on a besoin d'un centre aquatique dans cette partie de l'Île-de-France. Ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc. J'étais au Jeu de Rio. J'étais notamment dans le secteur de Barra, près de Rio. Aujourd'hui, un éléphant blanc. Et donc, nous savons qu'en France, avec toutes les réserves d'usage sur l'importance des coûts, il n'y aura pas d'éléphant blanc parce que tout existe déjà et est utilisé ou sera utilisé. Et ce qui n'est pas utile dans le temps sera sous forme modulaire, comme par exemple les épreuves hippiques au château de Versailles. Donc, on a là un projet qui est maintenu. Alors, peut-être dépassement, mais aussi regardons les recettes. Ces milliers de logements, c'est des emplois. C'est 2 salariés pendant 18 mois pour chacun des logements. Donc ça, c'est de la richesse, sans compter les retombées économiques des JO en tant que telles. Jean-Raymond Hugonet, je vais reprendre juste ma marotte, puis comme on est au Sénat, ça tombe bien, parce que c'est la représentation des territoires, mais sincèrement, quand il y a des estimations en amont des coûts, dans nos collectivités, si on se trompait de 164% ou de 167 sincèrement, on nous prendrait pour des malades. Ça n'arrive pas dans les collectivités. Il peut y avoir des dépassements, mais quand en amont, on s'engage sur un projet, financièrement, on est quand même beaucoup plus sérieux dans l'approche, parce que c'est facile de dire après, on va percuter. Ce que je constate, c'est que dans les dossiers... On n'a pas été assez sérieux dans l'approche, c'est ce que vous dites aujourd'hui. On voit il y a des questions de dépollution des sols, de vestiges archéologiques. Ce sont des choses, effectivement, qu'on ne peut pas maîtriser à l'avance, mais il aurait fallu mieux les intégrer. Une des forces, et je crois une des forces principales, indépendamment de la renommée de la capitale française, du dossier, c'est qu'un maximum de structures étaient déjà construites, hormis la piscine. 95%. Donc ça veut donc dire que sur les autres dossiers, de toute façon, les chances de se tromper étaient encore plus importantes. Elles étaient minimes chez nous, et je pense que pour un centre aquatique, aussi complexe soit-il, qu'on se trompe dans l'estimation avec des différences tellement importantes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Dès le départ, il faut cadrer les choses. C'est pas un économiste, ce que je veux dire, au contraire, ni un ministre. Oui, je pense qu'il faut les cadrer les choses dès le départ. De toute façon, c'est dès le départ, c'est en juin ou plus tard qu'on aura la vérité complète. Mais il faut faire la part des choses entre la dépense nécessaire pour l'organisation des Jeux et l'investissement qui sont nécessaires pour que les Jeux se déroulent bien. Sur les investissements, il y a un héritage. Et Patrick Caner a parfaitement raison, il n'y aura a priori aucun éléphant blanc. On a quelques doutes en ce qui concerne la reconversion des 2 villages, que ce soit celui des athlètes ou celui des médias, mais c'est normal. Le CIO l'avait déjà fait remarquer il y a 1 an et demi dans son rapport d'évaluation. Donc, la grande question qui va se poser, réellement, qu'est-ce que va coûter les Jeux ? Les Jeux, en eux-mêmes, ils vont coûter 6 milliards ou 7 milliards. Je ne pense pas qu'il y aura une très grande dérive. Sur le centre aquatique, je suis beaucoup plus réservé. Moi, j'ai vécu l'histoire du centre aquatique depuis 2001. Pour les Jeux de 2008, à Moscou, je me souviens, ils étaient promis. En 2005, pour 2012, rebelote. Et la rebelote là, nous sommes aujourd'hui en 2018. Et le centre nautique, il n'est toujours pas élaboré et on a des doutes sur le budget lui-même.
Et le budget entre 2001 et 2018 est quand même passé de 113 millions à 250. 250. Bon, ça, c'est un doute, mais bon, c'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est comment les politiques, les collectivités territoriales, et vous les représentez, très clairement, vont faire passer l'investissement qui est nécessaire pour les Jeux et qui sera un héritage pour eux. Et donc, il y aura une décision politique, parce que lorsqu'on fait un investissement pour tout ce qui est nécessaire pour les Jeux Olympiques, que ce soit la sécurité, que ce soit la reconversion du village proprement dite, que ce soit les éléments liés à l'héritage, à l'environnement, c'est un coût sur lequel le CIO, le Comité national olympique, ne se pose pas de questions trop métaphysiques. C'est à d'autres charges. Et bien cet investissement, moi je le trouve tout à fait indispensable pour le sport, mais aussi pour l'équilibre des territoires, mais il faut le faire passer au détriment d'autres choses. Je ne sais pas si c'est au détriment de la santé, ou au détriment de l'éducation, de la sécurité. C'est le grand choix des politiques aujourd'hui. Patrick Caner, c'est qu'il y a cette échéance du 18 juin, il y aura une nouvelle copie qui doit être présentée. Il va falloir peut-être des ajustements et redimensionner certains projets. Oui, enfin, oui, je vous réponds oui, mais je ne devrais pas vous répondre oui. Oui ou non? Je devrais tout simplement vous dire que l'engagement des pouvoirs publics existe. 1 milliard d'euros pour l'État, 500 millions d'euros pour les collectivités territoriales. Que donc nous avons une responsabilité devant les Français de garder cet engagement à une hauteur raisonnable. Mais d'expliquer aussi aux Français que c'est une chance extraordinaire que de pouvoir organiser les Jeux dans un pays comme la France, parce que derrière les JO, c'est aussi l'image de la France d'être capable d'organiser de grands événements sportifs. Je rappelle dans cette table ronde que les Jeux, c'est un budget, mais que les grands événements sportifs dans lesquels maintenant la France est reconnue, c'est 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an sur notre planète. Et peut-être un dernier mot, si vous me le permettez, c'est qu'il y a les Jeux, et c'est l'écrin pour moi, les Jeux, c'est l'organisation. Et je l'ai dit ce matin dans l'hémicycle, attention à ce que le bijou soit aussi de qualité pour la France. Et je l'ai dit à Laura Flessel, Madame la Ministre, ayez de nouveaux moyens. Ce n'est pas en baissant le budget du Centre national du développement du sport, en minorant les emplois aidés dans les clubs sportifs, en privatisant la FDJ sans s'assurer que le budget sport sera préservé, que nous aurons des Jeux réussis. Parce que et la gouvernance. Des Jeux réussis en France, c'est aussi, permettez-moi de le dire, beaucoup de médailles pour nous. Et la ministre qui vous a promis une grande loi en 2019 qui serait soumise à l'approbation du Parlement justement sur le sport et la pratique sportive. Pierre, c'est vraiment, alors je rejoins tout à fait Monsieur le Ministre, c'est vraiment la protection de la génération 2024. Alors on va sûrement faire de la politique et je vais sortir de mon rôle d'économiste, mais c'est vrai que quand on entend la suppression des contrats aidés, quand on entend la réduction du budget structurel du CNDS, quand on entend la réduction budgétaire de la dotation du ministère des Sports, quand on entend la baisse des subventions locales, municipales et nationales en faveur du sport, on peut s'inquiéter de la protection de la génération 2024. Parce que je rajouterais même que les Jeux Olympiques, c'est effectivement la compétition la plus médiatisée au monde. La seule cérémonie d'ouverture a été vue lors des Olympiades de Rio par 3,2 milliards de téléspectateurs. Donc les yeux seront rivés, le monde sera arrivé sur Paris, sur les Jeux Olympiques. Donc il faut se donner les moyens de faire un bel événement, une belle compétition. Et c'est pas vrai que c'est ma marotte, mais je suis très clair sur cette sémantique. C'est pas un coût budgétaire, c'est un investissement. Quand bien même on dépense 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, si c'est dans l'intérêt des Jeux Olympiques, dans l'intérêt des sportifs et dans l'intérêt des Franciliens, moi ça ne me pose aucun problème. Ouais, mais certains pays en sont revenus. On se souvient peut-être de ce qui s'est passé en Grèce ou en Australie. Mais il y a une chose qui est très très importante, et le président Macron, lorsqu'il a reçu la délégation qui revenait de Lima le 15 septembre pour fêter la victoire, il a quand même été très très clair en disant, écoutez, les Jeux Olympiques, il faut qu'ils restent dans le budget. Première chose, très bien. Deuxièmement, il s'est adressé au mouvement sportif en disant, repensez complètement la gouvernance du sport en France, qui est une catastrophe. Tous ces débats budgétaires qu'on a à l'heure actuelle, qui est un non-sens. On a les Jeux Olympiques et on réduit le budget. Oui. Le sport est toujours aussi quelque chose considéré comme mineur dans les écoles. Alors, on fait de la com, on explique des tas de choses, mais c'est totalement nul. Je parle sous le contrôle du ministre Patrick Caner. Je plains d'être ministre des Sports, puisque c'est vraiment la variable d'ajustement. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai passé le flambeau à Laura Flessel le le mai dernier, je m'en souviens très bien, je lui ai dit, écoute Laura, je te laisse un magnifique dossier, je pense que ça ira jusqu'au bout, mais comme futur ministre des Sports, parce que, elle venait d'être nommée comme ministre des Sports, tu dois exiger le doublement de ton budget dès l'année prochaine. Ça n'a pas été tout à fait le cas. C'est le minimum qu'il devrait faire. Donc il est clair aujourd'hui, si on n'a pas une gouvernance sportive, on aura fait un coup d'épée dans l'eau. On aura les Jeux Olympiques, on aura dépensé et ou investi 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards. Moi, je suis assez symbolique sur les chiffres 10. Vous voyez, c'est les chiffres 10, on en reparlera dans quelques temps. Les chiffres 10.
qui est une forme d'investissement. Si on n'a pas la conséquence, équilibre sur les territoires. Deuxièmement, refonte totale. On est encore à l'époque de Léo Lagrange, de 1936. Hein, l'organisation sportive. Ça, c'est pour la gouvernance. Je voudrais quand même qu'on revienne au débat et aussi à un autre sujet d'inquiétude. Et je vous propose d'écouter votre collègue des Hauts-de-Seine, Philippe Pemezec, sénateur LR. Lui, il s'inquiète justement sur la réalisation du Grand Paris Express. Écoutez. Ah oui. La publication du rapport de la Cour des comptes sur les dérapages financiers du projet du Grand Paris Express, puis la gêne du gouvernement, mise au pied du mur pour tenir ses engagements financiers sur la réalisation dans les délais prévus de ce réseau indispensable pour la survie de la région capitale, tout cela est inquiétant. Un dérapage en effet de plus de 13 milliards d'euros, alors même que les travaux sont tout juste entamés et qui met en doute la capacité de la Société du Grand Paris à tenir ses objectifs, elle qui a été créée justement pour plus d'efficacité. Jean-Raymond Hugonet, on voit les difficultés justement de réalisation du Grand Paris Express. Ça va peser justement sur les JO. On parlait de cette ligne qui va desservir le Bourget, là où il y aura le futur village média, entre autres. Bien sûr, mais en cette période où on cherchait les nouvelles disciplines olympiques, moi, il y en a une que je proposerais bien, c'est celle du respect des ambitions pour des politiques, alors qu'on est dans un pays qui a 83 milliards de déficit. C'est un sport à risque, ça. C'est un sport à grand risque. Mais le CIO ne vous donnera pas raison. Mais le problème, il est là. Bien sûr, derrière la médaille d'or. Non, mais le problème, il est là, mais personne ne l'aurait. Le problème, il est là, c'est qu'on a des grandes ambitions. Tout ce qui vient d'être dit, je le partage. Et en plus, en tant qu'amateur de sport, et je sais ce que le sport amène. Sauf que dans tous les domaines, on se heurte à la même chose. Et on le voit bien sur un projet capital. On parle des Jeux Olympiques. Je parle du plateau de Saclay que je connais bien puisque je suis essonien. Catastrophe. Là, bien entendu, les Jeux Olympiques sont merveilleux. Je souscris à ce qui a été dit. Mais le plateau de Saclay, c'est l'avenir de notre pays. La Silicon Valley à la française, c'est absolument incroyable. Eh bien, on vient de les écorner le dossier grandement parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de construire en temps réel les tunnels qui vont permettre au Grand Paris Express d'exister et qu'on se demande, Philippe Pemezec l'a dit ce matin en séance, que là ça va être très court pour le Bourget. Et donc on voit bien qu'il y a une avancée au jour le jour, de dossiers qui sont repris, qu'on s'est un petit peu repassé, où on sait très bien que les estimations de départ ne sont pas les bonnes, qu'on va sortir des épures et qu'on ne sait pas le financer parce que tout simplement on a les critères de Maastricht qui s'imposent à nous. Il y a un problème aussi de maîtrise d'ouvrage, de multiplication finalement peut-être des maîtres d'ouvrage. Patrick Caner, dans la coordination, il faut revoir aussi tout ça pour accélérer un peu les choses et être au rendez-vous. Sur les équipements sportifs, il y a une coordination au travers de la Solidéo, donc là il n'y a pas de souci. Mais moi je partage l'inquiétude de mes collègues. La société qui doit livrer les Jeux Olympiques. Ici, la question des circuits pour amener les spectateurs vers les sites, c'est un enjeu majeur. Moi, je suis inquiet. Je pense qu'il faut vraiment tout mettre sur la table. Si c'est une question d'argent, il faut la traiter. Voilà, et on revient une décision politique, précédent. Mais l'image de Paris passera aussi par la capacité à transporter dans de bonnes conditions les supporters. Non, mais c'est sûr, je ne voudrais pas remettre en question l'amateurisme du dossier de candidature de Paris, mais voilà, ils avaient projeté que l'ensemble... nous a dit que ça a été très bien préparé. Sûrement. Ça a été bien vendu. J'en suis persuadé. Ça a été bien vendu. J'en suis persuadé. Mais ils ont promis au CIO que l'ensemble des infrastructures sportives seront joignables à travers une demi-heure en transport en commun maximum. Donc on aura toutes les infrastructures disponibles à une demi-heure en métro. Donc on a dit, voilà, le Grand Paris Express sera terminé pour 2024. Il était déjà budgété et prévu pour 2030, à 22 milliards si je ne me trompe pas. Et donc on a demandé à ce que les travaux soient accélérés. Donc l'accélération des travaux, s'ils se réalisent, a fait passer le budget de 22 milliards à 35 milliards. Et on ne sait même pas à l'heure actuelle si ce budget va encore être dépassé pour justement prévoir ces travaux, les terminer et les finaliser à temps. L'accélération, parce qu'on s'est vu trop beau suite à la victoire de Paris 2024, on s'est dit on va tout mettre en œuvre pour le faire, quitte à que ça soit fait au rabais, quitte à ce qu'on annule certaines stations d'importance et ce qui, au final, il y ait des conséquences fâcheuses. Cet aspect budgétaire, au-delà des aspects des chiffres, a un double effet si ce n'est pas maîtrisé. Le premier effet, d'abord, c'est vis-à-vis de la mobilisation de la population. Bon, il n'y a pas eu de consultation populaire, et heureusement, parce que s'il y avait eu consultation populaire, moi qui suis favorable au jeu, c'est pas certain que les gens ont été favorables. Bon, on a les jeux aujourd'hui, on les a, il faut les réussir, il ne faut pas qu'ils soient cheap, il ne faut pas qu'ils soient low cost, sobre, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faut que ce soit des jeux dignes de Paris et de la France, ça c'est très très clair.
Ça, c'est la première chose. Donc, si on n'est pas clair sur le budget, il n'y aura pas de mobilisation. Et là, c'est une catastrophe. Et la deuxième chose qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, dans ce débat d'actualisation du budget, et déjà, il était sous-jacent bien avant l'arrivée même d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ça existait déjà à l'époque du ministère, parce que j'avais été consulté à l'époque, et j'avais dit très clairement, votre unité politique, elle risque d'exploser si vous ne mettez pas le COJO, c'est-à-dire le couple Estanguet-Taubois, cette équipe, devant leurs responsabilités. Vous vous engagez à mettre des sommes et à justifier une position politique vis-à-vis de vos électeurs. Donc il est absolument indispensable que ce que l'on vous annonce soit la vérité. Or, aujourd'hui, le COJO ne peut pas se permettre d'occulter ou de sous-estimer un certain nombre de dépenses vis-à-vis des collectivités territoriales qui sont totalement unies, mais le jour où il n'y a plus de foin dans les râteliers, c'est là que les ânes se battent. Eh bien, on a bien compris. La là, réussite de ces JO, ça sera à condition que les Français n'en payent pas la facture. Merci Patrick Kanner, merci Armand de Rindinger, merci à vous Pierre Rondeau, merci Jean-Raymond Hugonet d'être venu en débattre sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à lundi.